Bienvenue à Mémoire du passé. Valmorin est une municipalité née d'une station ferroviaire. Et c'est au lac Raymond qu'Émile Maupas a mis sur pied son camp où athlètes et citoyens se retrouvaient pour faire du sport, une initiative audacieuse à l'époque. Aujourd'hui, en compagnie de l'historien Michel Allard, nous allons passer en revue quelques pans de l'histoire de la municipalité qui a longtemps été reconnue comme un haut lieu de villégiature dans les Laurentides. De nombreux établissements hôteliers ont contribué à cette renommée, dont le Far Hills, le seul qui reste aujourd'hui à Valmorin. Michel, ici, on est au pied du Mont Sauvage. Et là, ce nom-là pourrait faire sourciller les gens à notre époque, mais au 19e siècle, c'était pas une appellation négative, là. Non. Le mot sauvage, voyez-vous, ça vient au point de départ du latin silva, qui veut dire forêt. Un habitant de la forêt, c'est un sylvester. Après ça, ça s'est détérioré, le mot sylviticus, etc., c'est devenu sauvage. Or, ça veut dire quelqu'un qui reste dans la forêt. Dans la forêt, tout simplement. Oui. Et là, au recensement de 1851, on a retrouvé Simon Amicon et sa famille, qui était un autochtone qui habitait le Mont-Sauvage. Oui, oui, ça, c'est très intéressant parce que dans toute la région, les arpenteurs en ont trouvé un. Simon Amicon, c'était pas un chasseur, uniquement un chasseur et un pêcheur. Il avait sa ferme. Il avait son groupe, il était à peu près 11. La famille, et dans ce temps-là, ce qu'on appelait un clan, là, il était 11. Il cultivait, il y avait des bestiaux, puis il était reconnu pour faire les meilleures patates, des pommes de terre de la région. Or, bien, c'est ça. Et puis, il vivait ici, puis le monde, il était accepté, et même, il payait ses taxes pour construire les chemins. Fait que Donc, un réel citoyen. C'est un citoyen à part entière. Puis en 1861, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'était, bon, on ne sait pas. Entre 1800, au recensement de 1861, il n'est plus là. Alors, il est là en 51, son affaire va très bien, puis en 61, il n'est plus là. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne le sait pas. On a retrouvé des traces de ses enfants dans la vallée de la Rouge. Et c'est tout ce qu'on a trouvé. Et c'est tout ce qu'on a. Puis le Mont-Sauvage ici, oui, effectivement, il est important dans l'histoire, mais il y a d'autres fonctions. Il y a eu d'autres fonctions. Ben, c'est-à-dire, oui, après ça, les gens ont continué à cultiver autour. Et il y a aussi les tours en haut, là. C'était une tour à feu qui était là. Les tours à feu. Et puis après ça, il y a eu du ski. Regardez, il y a un mont de pente qui a été refait ici. Alors, il y a eu du ski, surtout du ski alpin. Et puis après ça, en même temps, il y avait une auberge, il y a eu un hôtel. Et là, c'est devenu un développement domiciliaire qui, lorsqu'ils l'ont ouvert, offrait une pente de ski. Alors voilà, c'est un petit peu l'histoire du Mont Sauvage, qui est quand même très important dans la municipalité de Valmorin et de Sainte-Adèle. Michel, à la fin du 19e siècle, ici, c'était un hameau et il y avait quelques agriculteurs seulement qui travaillaient la terre. Et là, en 1892, le train est arrivé à Valmorin. Qu'est-ce que ça a changé, ça, pour le village? Beaucoup de choses. D'abord, il faut dire une chose. Le train, c'est un mariage. Ainsi, le mariage entre quoi? Le train arrive. Or, ce qui veut donc dire que les gens peuvent venir ici. Il y a une station de train qui s'appelle la station Valmorin. J'y reviendrai tout à l'heure. Deuxièmement, il y a le lac à côté, le lac Raymond. Or, qu'est-ce que c'est? C'est un mariage, dans le fond. On peut venir en train, puis on peut à côté. C'est un des seuls villages dans les Laurentides où il y a un lac en plein milieu, puis la station de chemin de fer est juste à côté. Or, ça permet de lier l'un et l'autre. Il faut dire que ça a permis, ça a donné un développement. Il y a eu des francophones qui sont venus, des anglophones, il y a eu des gens, il y a eu des juifs. Et tout le monde, beaucoup de ces gens-là, c'était des villégiateurs ou
c'était des gens qui venaient passer un séjour à l'hôtel ou c'était simplement différents touristes qui passaient pour une journée ou deux. Qu'il y avait des résidences. Est-ce qu'il y avait aussi des résidences secondaires autour du lac? Bien, il y avait tout autour du lac. Il y avait des résidences secondaires, il y avait une plage, il y avait des hôtels comme le Partners, le Valmorin. Là, à un moment donné, il y avait une dizaine d'hôtels ici, une dizaine d'hôtels autour. Et aussi, bien, ça, si vous voulez, c'est devenu le premier noyau villageois. Ici, près de la gare. Ah, qui dit noyau villageois dit quoi? Il y avait un bureau de poste. Aujourd'hui, il est disparu. Il y avait un magasin général. Aujourd'hui, c'est devenu une auberge. Il y avait, juste au coin ici, il y avait un hôtel qui a passé au feu. Et il y a eu aussi, si on regarde ici, on ne le voit pas là, à cause des arbres, mais il y a plusieurs terrains qui ont été vendus ici et que les gens sont installés. C'était le premier noyau villageois. Puis, aujourd'hui encore, si on regarde, bien, il y a la piste qui passe à côté du lac. Et souvent, lorsqu'on passe en vélo, on a une petite plage, puis on a le goût de sauter dans l'eau. Bien oui, ça passe tout à côté. Bon, donc c'est là l'importance que le train a eu dans l'histoire de Valmorin et qu'encore aujourd'hui, le train a de l'importance parce que c'est la voie cyclable qui passe en plein milieu. Donc, l'arrivée du train dans les municipalités de Laurentides a un effet différent selon où c'était. Ici, ça a favorisé finalement le tourisme, la villégiature. Ça change exactement d'une place à l'autre, on ne peut pas dire que... Mais généralement, le train a brisé l'isolement et le train a permis d'ouvrir. C'est-à-dire non seulement les gens d'ici allaient ailleurs, mais les gens d'ailleurs à venir ici. Ici, Michel, on est sur le site du deuxième noyau villageois qui s'est formé à Valmorin. Et c'est drôle parce que tantôt, on parlait d'un mariage gare-lac. Ici, on va parler de séparation parce qu'en 1922, Valmorin s'est séparé de Sainte-Adèle. Mais pourquoi? Ah, là, vous posez une belle question. Bon, il faut dire une chose. Ici, là, on est loin du centre-ville de Sainte-Adèle. Bon, donc, en 1917, les paroissiens, c'est-à-dire que les catholiques, ont demandé une desserte. La raison, c'est que c'était loin pour aller à l'église. Et puis, en 1920, là, il est arrivé quelque chose de très important. Voyez-vous la route qui est là, là? Ça, c'était l'ancienne route nationale. C'était la grande route qu'on appelait. Or, on a refait cette route-là, qui continuait jusqu'à Sainte-Agathe, etc. En refaisant la route, il fallait rejoindre la route qui est ici, à la gare qui est là-bas. Mais entre les deux, il y a quoi? Il y a une grande rivière qui s'appelle la rivière du Nord. Or, les autorités qui étaient en charge de la construction de la route ont décidé que ce serait ici. Que ce serait ici qu'il y oui, aurait qu'on passerait par ici, puis qu'il y aurait un pont, puis qu'on s'en irait à la gare. Donc, on n'y allait pas directement. Alors là, les citoyens ici ont dit non, ça ne marche pas. Nous, on demande une séparation. Mais entre vous et moi, c'était le prétexte. Parce que la séparation avait commencé, comme je vous dis, en 1917. Et aussi, la séparation, imaginez-vous, ici, c'était le 5e de la population. De Sainte-Adèle au complet. De Sainte-Adèle au complet. Ils étaient très loin du centre-ville. Et puis, il n'y avait pas juste la question d'église. Quand tous les services, les notaires, etc., bien, il fallait aller à Sainte-Adèle. Puis, vous savez, il y a une côte, là, hein, qu'on a revue, la côte du Sauvage, là. Bien, cette côte-là, là, elle était brute. Et c'était pas facile, et même aujourd'hui, c'est pas toujours facile à monter ou à descendre. Or, c'est tout ça, si vous voulez, qui a amené qu'on a créé une nouvelle municipalité née de la séparation d'un hameau qui s'appelait Valmorin Station avec la ville de Sainte-Adèle. Alors voilà. Mais ici, là, les bâtiments, au fil du temps, ont pratiquement tous changé de vocation. C'est notamment le presbytère qui est devenu une galerie d'art. Vous avez raison. Le presbytère est devenu une galerie d'art. L'église, c'était l'église de la paroisse Saint-Norbert. Ah, Norbert, c'est le nom de Norbert Morin qui a fondé Sainte-Adèle. Aujourd'hui, la municipalité l'a acheté. C'était à côté le presbytère, comme vous l'avez dit. Ici, c'est l'ancienne école. Qui est devenue... Une école qui est devenue hôtel de ville.
Alors, ça arrive assez souvent, ça, que l'ancienne école. Et un peu plus loin, il y a un bureau de poste. Et ça, c'est assez typique dans le coin. C'est pas typique, au contraire. C'est qu'il y a très peu de municipalités qui ont conservé leur bureau de poste. Mais ici, Valmorin, ils l'ont conservé. Et je pense, je sais pourquoi. Parce qu'à un moment donné, ils ont organisé des expositions à Ottawa sur les vieux bureaux de poste. Ils ont pris comme exemple celui de Valmorin. Et peut-être pour ça qu'ils conservent le bureau de poste. Parce que c'est le bureau de poste d'origine. Oui, baptisé, non, là, attention. Ben, il a été modifié. Attention, là, mais c'était le même lieu. Oui, c'est le lieu, le deuxième lieu, parce que le premier lieu est à côté de la gare. Ah, OK. OK, bon, non, c'est pas nécessairement d'origine. Alors voilà tout ce qu'on a. L'autre, ici, en arrière, ce qu'on voit, c'est le théâtre. Le théâtre du Marais. Le théâtre du Marais, lui aussi, il y a une histoire. Le théâtre du Marais, il a commencé de l'autre côté de la rivière, l'autre côté de la rivière du Nord, dans une synagogue. C'était une ancienne synagogue qui est devenue un théâtre. Et après quelques années, bien, une synagogue, bien, vous savez, il y en avait plusieurs synagogues ici. Parce qu'il faut dire qu'à Valmorin, il y a toujours eu une assez forte population juive. Alors, il y avait 3 synagogues. Celle-là est devenue un théâtre, le théâtre du Marais. Et il y a quelques années, on l'a transporté et on l'a mis ici. Et c'est dans la région, c'est probablement le plus grand théâtre que nous puissions trouver, mais pas théâtre dans le sens de cinéma, là, mais théâtre dans le sens d'artistes, d'événements, etc. On est ici sur la presqu'île Maupas, Michel. Ici, il y avait plusieurs petits camps d'hébergement. Il y avait le camp Maupas. On est même sur le site ici d'une ancienne maison. Malheureusement, elle est détruite aujourd'hui, mais c'était un des bâtiments originaux. Et moi, si je vous ramène en arrière, qui était Émile Maupas? Ah, Émile Maupas. C'est un grand personnage qu'on a oublié, qui est dans les dictionnaires des grands sportifs oubliés du Québec. Émile Maupas, c'est un Français. C'est un Français qui est lutteur, escrimeur, haltérophile et éducation physique. Alors, il arrive au Québec et en arrivant au Québec, vers les années, si vous voulez, 1910, 1912, là, il arrive ici et lui, sa grande qualité, pour commencer, c'est un promoteur de l'éducation physique. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut être en santé, mais lui, sa devise, je crois, c'était Mens sane in corpore santo. Un corps sain dans un esprit sain. Un esprit sain dans un corps sain. Voilà, exactement. Fait que l'oncle était très en faveur. Il a fait des conférences sur ça. Il a même promu, si vous voulez, que dans les écoles, on donne des cours d'éducation physique. Bon, ça, c'était, si vous voulez, son grand projet. Mais en plus de ça, attendez, c'était un lutteur. C'était un escrimeur, c'était un haltérophile. Or, il s'est occupé, lui, il a pratiqué ces sports-là. Mais il a fait plus que pratiquer. Il est devenu, à cause de son camp ici qui est établi, parce qu'il disait c'est important que les athlètes soient en très bonne condition physique. Pas n'importe comment, il faut qu'ils soient en très bonne condition physique. Donc, il a construit, si vous voulez, ici, son camp, et il recevait des gens. Il y avait 2 grands types de clientèle. Il y avait d'abord une clientèle de sportifs. Et il y avait un deuxième type de clientèle. Là, le type de clientèle... Oh, écoutez, j'ai oublié les joueurs du Canadien. Ben oui. Les joueurs du Canadien sont venus s'entraîner ici. Et puis, bien, on les envoyait parce qu'il y a une rumeur, on raconte une histoire que la Perrière, vous n'avez pas connu ça, qui jouait pour le Canadien, il n'était pas bien gros. Fait qu'on l'avait envoyé ici pour qu'il se fasse du muscle. Oh, est-ce que ça a fonctionné? Il a continué à jouer pour le Canadien plusieurs années. C'était un très bon joueur. Bon, donc, c'est juste certains exemples. Et il y avait aussi l'autre partie. L'autre partie, c'est pour le grand public. Des gens qui ne voulaient pas nécessairement aller dans un hôtel puis faire la fainéanté sur le bord de la plage ou se réserver juste pour la salle de danse le soir. Ou, bon. Donc, c'est les gens qui venaient ici, c'était réellement un programme pour se maintenir en forme. Alors, le matin, en se levant, on sautait dans l'eau. On se baignait. Après ça, c'est sûr qu'on avait faim.
on déjeunait. Et une fois qu'après le déjeuner, bien là, on avait différents exercices. On se promenait en forêt, où on faisait de l'hébertis, qu'on appelle à l'époque. De l'hébertis, c'est-à-dire des différentes on faisait ça dans le bois surtout, puis il y avait différentes épreuves tout le long. Bien entendu, il y avait le dîner, il y avait la petite sieste, et puis l'après-midi, bien, on recommençait encore. On raconte même qu'avec certains, il leur faisait couper du bois à la hache. Bien, pourquoi pour pas? qu'il fasse de la morsure, comme on dit. Exactement. Bon, donc, tu avais cette partie-là avec Beaupas. La partie, si vous voulez, plus professionnelle, et la partie, ben, je dirais pas plus amateur, mais pour monsieur, tout, madame, tout le monde. Et donc, ce que je comprends, c'est que puisque c'était ici en nature, on utilisait les éléments de la nature aussi. On intégrait ça dans les programmes de conditionnement physique, par exemple. Bien, c'est ce que je leur disais au début. C'est que lui, ce qu'il voulait, c'est qu'à l'école, on fasse de l'éducation physique. On fait ce qu'on appelait à l'époque la culture physique pour être capable qu'on soit en forme. Bon, mais c'était, si vous voulez, l'enveloppe qui enroulait tout ce que lui voulait faire. Mais malheureusement, des histoires ne finissent pas toujours bien. Hein? Non, la fin de mon père, relativement, je pense qu'on peut utiliser le mot tragique, hein, Michel? Ah, oui, c'est presque une tragédie grecque. Bon, Maupas, vous savez, regardez ici sur le bord, c'était inondé à chaque printemps. Et ici, il faut faire attention. Ici, ça a de l'air d'un lac, c'est le lac Raymond, mais en réalité, ce n'est pas un lac. C'est un élargissement de la rivière du Nord. Mais au coin, là-bas, plus loin, ça rétrécit. Et là, il y avait des blocs de roches qui bloquaient la sortie. Alors, donc, l'eau s'en allait sur les rives. Ça créait des inondations. Il y avait des inondations. Ah, Maupas s'est dit, ouais, il faudrait arranger ça, cette affaire-là. Fait que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé des trous dans les roches, puis il a mis de la dynamite. Il y en a eu partout. Puis, vous savez, on attachait tous ces bâtons-là un après l'autre avec, à un moment donné, on avait un espèce, pas un corps, un fil, si vous voulez, un filage, puis on s'en allait sur le bord, puis on allumait. À distance sécuritaire. Oui, mais ce que Maupas ne savait pas, c'est que dans l'eau, la dynamite prend plus de temps à sauter que sa terre ferme. Fait que semble-t-il, on raconte, là, que ça faisait au moins 40-45 minutes qu'il attendait. Puis vous savez, 40-45 minutes, quand vous attendez une explosion, c'est long. Ah! J'ai décidé, je vais aller voir. Quand il est arrivé, boum! Il a sauté. Et il est décédé, il est sauté. Et on a pris de ces morceaux un peu partout. Et on dit même qu'il y a une partie de ces morceaux qui sont enterrés ici, puis de l'autre dans le cimetière de Valmorin. Dans le cimetière de Valmorin. Bon, c'est comme une tragédie grecque, ça finit mal. Mais par contre, ce que je trouve, de Maupas, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui, au Québec, puis il n'était pas tout seul, il était avec d'autres, mais quand même qui ont travaillé très fort pour que l'éducation physique soit reconnue au même titre que n'importe quelle discipline. Michel, dans les années 1950 à 1975, Valmorin puis sa dizaine d'établissements hôteliers comptaient parmi, si on veut, les hauts lieux du tourisme hivernal et estival dans les Laurentides. Puis ici, c'est le fun parce qu'on se trouve devant le Far Hills, qui est, si on veut, le seul hôtel qui nous reste aujourd'hui, qui a été témoin de l'époque et qui est toujours en opération. C'est le bâtiment original qui actuellement subit une cure de rajeunissement, des bonnes rénovations. Mais bref, c'est un monument ici, là. C'est un monument. Historique. Plus qu'un monument historique, c'est un monument encore aujourd'hui. Oui. Bon. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que le Far Hills, ça a commencé en 1940. Et là, il y avait du ski de fond et du ski alpin. Personnellement, moi, je suis venu ici la première fois, je pense que j'avais 15 ans. 1955, on était venu ici pour faire du ski de fond. Parce que le Far Hills a rapidement abandonné le ski alpin pour se consacrer au ski de fond. Et c'était le centre de ski de fond privé le plus grand au Québec et le premier. Or, j'ai skié ici, mais en arrière. Ce qui est important aussi, c'est que tous les propriétaires du Far Hills ont toujours amélioré
Bon, par exemple, à un moment donné, qui était président de l'Association des hôteliers des Laurentides. Il y en a un autre qui a commencé, lui, à damer des pistes de ski de fond. C'est le premier au Québec. Et puis, bien, aussi, ça leur a permis, si vous voulez, de garder en vie le ski de fond, alors qu'à un moment donné, c'était le ski alpin qui est devenu très, très, très populaire. Fait que donc, ici, c'est, jusqu'à un certain point, on pourrait dire que c'est encore un haut lieu du ski de fond, d'autant plus que le parc régional est uniquement à côté. Et la partie du parc régional qui est dans Val-Morin, bien, c'est la partie du Far Hills qui est encore au ski de fond. Tandis que la partie de Val-David, c'est plutôt l'escalade et le ski de fond et la raquette. Et si on parle du ski de fond, on raconte que Herman Smith Johansson, dit Jack Rabbit, a été l'icône du ski de fond dans les Laurentides et au Québec. On dit même qu'il a vécu jusqu'à 111 ans. Oui, incroyable. Incroyable, mais c'est vrai. Bon, il faut commencer au début. Jack Rabbit, c'est un Norvégien. Donc, il a appris le ski en Norvège. Ensuite, il a fait un cours d'ingénieur. C'est envenu au Canada, c'est envenu en Ontario. Et là, lui, il vendait du matériel, d'outillage pour des moulins à scie. Et il a rencontré les Cris. Et les Cris se promenaient en raquette, puis lui, il se promenait en ski. Alors là, les Cris l'ont baptisé Wampus. W-A-P-U-S ou W-A-P-O-O-S, je ne sais pas comment le prononcer exactement, qui voulait dire lièvre. Lièvre, c'est ça. Donc, il a traduit ça Jack Rabbit. Ah, bon. Jack Rabbit, après l'Ontario, ouvre des bureaux à Cuba, ouvre des bureaux à New York, ouvre des bureaux à Lake Placide. Il ouvre tout le centre de ski de fond autour du Lake Placide, arrive à Montréal, puis là, il vient skier ici. Il skie des Laurentides à Shawbridge, puis il commence à connaître les Laurentides. Mais 1929 arrive. La crise économique. La crise économique. Il est complètement ruiné. Il ne reste plus rien. Or, avec son épouse et ses 2 filles, il vient ici, puis il loue une maison, même pas capable d'en acheter une. Il loue une maison à Shawbridge, et là, il faut qu'il gagne sa vie. Or, il s'est déclaré ingénieur de ski. Ingénieur de ski, ça veut dire quoi? Ingénieur de ski, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut montrer aux autres comment faire du ski. Ensuite, c'est quelqu'un qui peut aider à construire des tremplins. Ensuite, c'est quelqu'un qui peut aussi aider à construire les premiers monte-pentes. Mais ça, il l'a regretté, parce qu'après ça, quand il voyait les gens des monte-pentes se mettre en bas, il disait, c'est pas du vrai ski, ça. Le vrai ski, c'est s'en aller dans le bois, c'est monter, c'est descendre, c'est sauter. Bon. Mais il fallait qu'il gagne sa vie aussi. Donc, il y a eu une bonne idée. Il y avait ici, dans les Laurentides, plusieurs segments de pistes de ski de fond. Or, il a proposé de toutes les réunir. Pour former. Pour former ce qu'on a appelé la Maple Leaf. Or, les hôteliers l'ont engagé pour ça parce que la Maple Leaf partait de Labelle et en suivant, grosso modo, la voie ferrée, mais grosso modo, parce que c'est Canadien Pacifique qui payait ses transports, il pouvait se promener n'importe quand. Et ça rejoint tous les hôtels, à partir de Labelle, en passant par Ivry, en passant par Sainte-Agathe, en arrivant à Val-Morin, au Partners qui n'est pas loin d'ici, passant au Far Hills, etc. Mais déjà, le Far Hills, non seulement il y avait ça, mais il avait développé, eux autres, tout autour, un grand réseau de pistes de ski de fond. Fait que Jack Rabbit, c'était, si vous voulez, sa grande œuvre. Mais, à un moment donné, le ski de fond était plus très, très populaire. Fait qu'on a un peu oublié Jack Rabbit. Mais quand dans les années... Ah oui, il ne faut pas oublier une chose aussi. Il était cartographe, il ne faut pas oublier une chose. En 1940, il a publié le premier livre, si vous voulez, le guide des pistes de ski de fond et de ski alpin. 2 choses qu'il y avait là-dedans. Et les pistes de ski de fond, tout ça, ce petit livret, c'était subventionné. Ben oui, par une compagnie spéciale, hein, le lien. Sweet Caporal. Qui était des cigarettes. Parfait. Bon, fait que imaginez-vous une compagnie de cigarettes qui finance, aujourd'hui, ça serait impossible à passer ça, qui finance un petit livret pour toutes les pistes. Alors, Jack Rabbit a fait ça. Mais quand, en 80, c'est revenu, bien là, Jack Rabbit est devenu populaire. Et c'est là qu'il est devenu une icône. Parce que là, Jack Rabbit était reconnu comme étant, à son âge, il continuait à faire du ski de fond. À un moment donné, pour fêter son 100e anniversaire, on a même fait repartir le petit train du Nord qui arrêtait dans les stations. Il est arrêté ici, à Val-David, etc. Et ça allait donner. On dit même
que vers l'âge de 100 ans, il s'est en allé dans une maison de retraite dans l'ouest de Montréal et il s'était fait un petit parcours autour. De ski de fond pour de pouvoir ski de fond continuer. pour pouvoir tous les jours faire son ski de fond. Et pour conclure sur Jack Rabbit, Michel, vous m'avez dit, là, c'est le patrimoine culturel. Rappelez-moi, un des 11 personnages répertoriés dans le patrimoine culturel des Laurentides. C'est ça. Dans l'inventaire du patrimoine culturel des Laurentides, Jack Rabbit est un des seuls qui est considéré comme étant lui-même un patrimoine. Mais pour finir, Jack Rabbit, il voulait tourner en Norvège. Il n'était jamais retourné. Et à l'âge de 111 ans, il est tourné avec sa fille et il est décédé en Norvège. Il a fait le tour. Il avait fait le tour du siècle et il avait fait le tour du monde pour venir à l'endroit où il était né, où il avait commencé sa vie. Fait que si vous voulez, Fair Hills et Jack Rabbit, si vous voulez, c'est peut-être les deux grands témoins de l'époque. Témoins de l'histoire du ski de fond au Québec et dans les Laurentides plus particulièrement. Michel, à Valmorin, on a répertorié environ une douzaine de centres de ski alpin qui ont tous fermé sauf un, le Belle-Neige, qui est toujours actif. Voilà. Et ici, c'est un centre, c'est un terrain vague qui s'appelle Sun Valley. Avant, là, c'était important, le lieu ici. Ça en était un centre de ski. Mais c'était pas un terrain vague avant. Non. Au début, c'était une ferme. C'était une ferme. C'était un monsieur Cloutier, qui était un des hommes très importants dans l'histoire du ski des Laurentides. On pourrait même faire peut-être une vidéo sur lui, en tout cas. Bon. Et lui, regardez ici, le dénivelé, il n'est pas très fort par rapport au Mont-Tremblant. Mais par contre, il y a beaucoup de neige. On est dans ce qu'on appelle le corridor de neige qui part de Morin Heights et qui va jusqu'à Saint-Donat en passant par Valmorin, Val-David. Et c'est le corridor dans le nord, dans les Laurentides, où il y a le plus de neige à chaque hiver. Or, il était sûr d'assurer une belle neige. Voilà. Bon, fait qu'il construit, mais en même temps, c'était un peu... Il voulait pas juste... Il y a un des problèmes des centres de ski, c'est qu'est-ce qu'on fait l'été. Alors lui, l'été, il a décidé qu'il y avait une piscine, on faisait de l'équitation. Il a même essayé, pensez à ça, faire du ski sur roulette. Est-ce que ça a fonctionné? Les gens aimaient ça? Bien, je ne sais pas, ça n'a pas duré parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a fait du ski sur roulette. Donc, il a fait ça. Aussi, il y a deux choses importantes ici. D'abord, c'était le premier théâtre d'été dans les Laurentides avec Henri Norbert. Bon, c'est lui qui a fondé si vous voulez, un théâtre d'été, alors qu'il n'existait pas dans les Laurentides. Sun Valley, un avantage qu'il avait, c'est qu'il n'était pas trop loin de la 117, puis après ça, l'autoroute qui n'était pas trop loin. Bon, mais par contre, comme tous ces centres-là, à un moment donné, ils n'étaient plus capables de répondre, faire de nouveaux télésièges, éclairer le soir, faire de la neige, etc. Donc, ils ont fini par... tous ces centres de ski-là, pas uniquement à Valmorin, mais un peu partout. Ce qui fait que maintenant, il n'y a presque plus beaucoup de petits centres de ski. Alors voilà.